Bonjour, on est le 11 février et aujourd'hui on se voit parce que j'ai envie de partager une vidéo sur mes découvertes au sujet de la Vierge Noire, la ou les Vierges Noires. En fait, j'ai commencé à m'intéresser à la Vierge Noire quand j'ai fait la découverte d'un tarot que je qualifie de magnifique et qui est celui d'Étienne Grobler, que je vous montrerai après, et qui s'appelle The Mystery of the Black Madonna, ou les mystères de la Vierge Noire. Comme avec le tarot, qui est un pèlerinage en soi, on a une vision parcellaire des mondes, en commençant par le nôtre. J'ai voulu en fait avoir une vision plus globale, plus neutre, si tant est que ce soit possible, plus cartésienne. Et oui, on porte en soi nos contradictions, mais non, parce que la foi et la vérité du cœur n'empêchent pas la curiosité et l'envie d'apprendre, et heureusement. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à m'intéresser à la Vierge Noire, archétype, histoire, statuette, et que j'ai souhaité partager en fait ces découvertes avec vous. Alors de ma place, je précise que je ne suis pas une historienne, juste suffisamment capable de faire une synthèse. J'en ai fait beaucoup dans ma vie antérieure, je veux juste parler de ma vie professionnelle. Et tout ceci me permet maintenant, en retrait et en retraite, de partager ce qui est possiblement partageable. Alors, je vais maintenant vous montrer les livres sur lesquels je me suis appuyée pour faire ces découvertes. Les livres de Sophie Casagne-Brouquet. Alors, il y a celui-ci. Voilà, je le montre bien. Et il y a aussi son autre livre que j'ai consulté mais que je n'ai pas acheté, qui s'appelle Sedes Sapientiae, Vierge Noire, culte marial et pèlerinage en France méridionale. Très très intéressant. Donc celui-ci que j'ai beaucoup aimé parce qu'en plus il y a des illustrations. C'est rare. Enfin, moi j'ai pas trouvé beaucoup de livres qui avait des illustrations et de très belles illustrations. Vraiment. Et puis elle a une vision globale avec du recul et très synthétique. Ça m'a beaucoup plu. Après, j'ai aussi travaillé donc avec ce magnifique livre La Grande Déesse, donc Mythe et Sanctuaire de Jean Marcal, bien sûr. Très très intéressant, je m'en suis beaucoup servi. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi celui-là, La Grande Déesse Mère. Ça se présente un peu comme ça, avec beaucoup d'illustrations, beaucoup de résumés, un peu comme à mi-chemin entre un dictionnaire et un livre d'histoire. Très intéressant aussi. Et puis aussi celui-ci, Les Mères imaginées, horreur et vénération. Très intéressant. Également, bien sûr, très intéressant, c'est dans une revue, le Cosmogone, voilà, c'est ça, qui fait vraiment des revues très intéressantes. Et puis aussi, bien sûr, Jean-Pierre Maillard, qui fait des livres sur différents thèmes, a fait un essai, il le dit, d'un inventaire par département des caractéristiques et des légendes des Vierges Noires existantes, mais également celles qui ont été détruites. Oui, et je ne voulais pas oublier Thierry Woerth, qui est également un auteur que j'ai consulté dont j'ai regardé les vidéos. C'est un auteur qui a écrit Les Vierges Noires. Mais moi, je l'ai regardé sur une vidéo sur Bag Lys TV. C'est une chaîne à laquelle je suis abonnée et que je trouve merveilleuse. Voilà. Puis terminer par ce dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le tarot. Ça, c'est le guidebook qui va avec et que j'ai traduit.
Il était en anglais et je l'ai traduit. Ça m'a permis aussi d'avoir une autre vision, puisque je survolais, puisque on n'entre pas dans l'intimité des arcanes quand on traduit, mais néanmoins on fait connaissance. Et ma foi, avant d'entrer en intimité, faire connaissance, c'est pas mal non plus. Ensuite, je vais vous montrer, avant de faire la vidéo, donc ce deck. Voilà, ça se présente comme ça, pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, ça c'est ma préférée, c'est si belle. Isis. Voilà. Ça vous donne un aperçu. Ce sont des cartes en fait qui représentent des hôtels. Et puis, bon, il y a un chemin bien sûr initiatique. Et puis, il y a tout un processus de création qui font que ces hôtels émanent une vibration très importante qui est propice au culte marial. Voilà. Alors pour cette vidéo, je vous propose le plan suivant. Je vais commencer à vous parler des statuettes parce que c'est quelque chose de concret. Ce sont bien sûr des statuettes qui sont très magnétiques et je vais vous parler de ces statuettes, de leur histoire, de leur héritage. Je vais faire un état des lieux en France. Je vais vous parler ensuite de l'archétype. Voilà. Donc, déjà, ces informations, vous verrez qu'elles sont très intéressantes pour comprendre et pour approcher dans l'adoration ou pas les Vierges Noires. Et en fait, cette vidéo est un préalable à une autre vidéo que j'avais promis, qui est la vidéo de l'approfondissement du deck d'Étienne Grobler, donc les mystères de Black Madonna. Mais on n'est pas obligé d'être tarophile pour regarder cette première vidéo. Voilà, donc je vous dis tout de suite à bientôt, car ensuite je passe derrière la caméra et vous aurez l'occasion de voir de très jolies photos des Vierges Noires. Au revoir. Bien, après réflexion, j'ai décidé de vous proposer 2 vidéos sur le thème des Vierges Noires. Première vidéo, ce jour sur les statuettes, avec un état des lieux en France. Et puis, une deuxième vidéo sur l'héritage et l'archétype de la Vierge Noire ou des Vierges Noires. Alors, en introduction, concernant les statuettes de la Vierge Noire, je dirais que le mystère de la couleur s'applique presque essentiellement à l'iconographie de la Vierge Noire. Extraordinaire, mystérieuse par sa couleur, la Vierge Noire fut toujours considérée comme une étrangère dans la tradition chrétienne, bien qu'elle y appartienne également, mais peut-être pas uniquement. En tout cas, elle est porteuse de légendes diverses. Sophie Cassagne-Brouquet, dans son livre Vierge Noire, que je vous ai présenté au départ, précise que ces Vierges Noires en Occident, pour celles qui ont été retrouvées, forment un ensemble d'œuvres très variées, parfois peintes en noir, à différentes époques, souvent récemment, précise-t-elle, et qui se rattachent à des tendances artistiques bien définies. Les plus connues appartiennent à l'art roman, pour celles qu'on a retrouvées. Pour elles, les plus nombreuses et les plus fascinantes sont celles qui sont apparues peu après l'an 1000 en Auvergne, dans le sud de la France et dans l'est de la France notamment, typique donc de l'art roman. On peut discerner par la frontalité de ces vierges, leur hiératisme, des signes caractéristiques de l'art byzantin
souligne M. Bayard. Puis l'évolution du type iconographique de la statuaire des Vierges Noires nous emmène du hiératisme de l'art roman, qui sont donc celles qui ont survécu de manière générale, au baroque tendre, donc vers une Vierge au sourire, au gothique et à la Renaissance, qui la représente donc de manière plus souriante et plus jeune également. Il n'y a pas de coupure tranchée, nous dit Madame Brouquet, dans l'évolution de ces différentes représentations. Dans la statuaire romane, la représentation la plus répandue est celle de la Vierge de couleur noire ou sombre, qui figure Marie et qu'on désigne comme étant de ou en majesté, donc assise, qu'on appelle la Sedes Sapientiae, qui veut dire trône de sagesse. Elle est assise sur une cathèdre qui n'est pas sans rappeler Isis, entre parenthèses. Sur le siège, nous dit Thierry Woerth, on peut retrouver des losanges, symboles du féminin. Losanges correspondant à deux triangles, un haut, un bas, représentant le lien entre les deux mondes. La Vierge est représentée de face, portant un enfant sur ses genoux, devenu, dans l'histoire, Jésus, qui reviendrait dans le chapitre de l'héritage. Cet enfant ne fait pas corps avec elle, il lui tourne le dos, car il fait face, lui aussi, au peuple des fidèles, qu'il bénit d'une main, tandis que de l'autre, il montre un livre, souvent ouvert, mais parfois fermé. La description par un historien avant le bûcher de Notre-Dame sous terre, qui est la statue originale de Chartres, évoque également un globe tenu par cet enfant. C'est un enfant dont le visage exprime la maturité. Mais la Vierge est le personnage prédominant. L'enfant passe au second plan. Cette Vierge a un port hiératique, empreint de majesté, un regard lointain qui fixe un point inaccessible. Le visage est froid, presque inhumain, peut-être celui des idoles. Cette distance perçue dans le temps et dans l'espace ajoute à la puissance de l'icône. Certaines de ces vierges ont un visage de type oriental, parfois avec des yeux incrustés. Parmi les plus connues, on note celles de Chartres et de Le Puy qui ont été brûlées. Certains associent ces statuettes au profil oriental à Isis. La couleur noire de la statuette a fait couler beaucoup d'encre. Elle reste un sujet de polémique encore aujourd'hui. La question posée étant celle de l'intentionnalité de cette couleur et de sa signification, sans que puisse être apportée de réponse arrêtée et générale. Et je n'ai pas constaté, en ce qui me concerne, dans mes recherches, qui sont certes limitées, comme je vous le disais, puisque je ne suis pas une historienne, je n'ai pas constaté d'explication de l'Église, en tout cas dans les livres que j'ai consultés. Cette couleur a parfois été ôtée par les restaurations récentes. Plusieurs hypothèses ont été apportées concernant cette couleur, barbouillage, oxydation, travail en fait sur le temps de la cire. Elle est revêtue le plus souvent d'une longue tunique couverte d'un voile manteau. Elle est parfois recouverte de lames d'argent ou autre métal. Sa tête porte soit la couronne, ce qui symbolise pour l'Église le triomphe, ou pour les Templiers, le signifiant de la lignée de Marie Magdalena. D'autres portent soit une étole sur la tête, retombant sur le vêtement, ou un turban. Avec son implantation historique au sein de l'Église catholique, elle est devenue reliquaire. Les reliques ajoutant une valeur à sa dimension sacrée pour les croyants,
dans un contexte où existait une compétition entre les sanctuaires afin de prouver la sacralité de la statue. Il est dit que la cathédrale du Puy possédait les pantoufles de la Vierge, celle de Chartres, la tunique, celle de Clermont-Ferrand, une boucle de cheveux. Excepté la Vierge de Sainte-Foy de Conques ou celle de Notre-Dame de la Victoire de Thuir, qui est coulée dans le plomb, la Vierge noire, de manière générale, est faite de bois, donc de chêne, de noyer, de poirier, de merisier sauvage, pour Notre-Dame sous terre de Chartres, d'olivier et plus rarement de cèdre. Son architecture est dite de rond de bosse. C'est une technique de sculpture qui permet que l'on puisse en faire le tour. Cette statue mesure environ de 30 à 82 cm pour celles qui ont été retrouvées. Elle a souvent une base carrée d'environ 30 cm, dont la symbolique pour Thierry Woerth est le lien entre la terre et le ciel, avec un rapport, nous dit-il, un rapport arithmétique de 7/3. Sa petite taille peut être expliquée par le besoin que la statue soit mobile pour la déplacer lors de processions. En ce qui concerne les mains, les doigts sont longs, extraordinairement longs pour Notre-Dame de Belloc à Dore, dans les Pyrénées-Orientales. Pour mémoire, les mains prennent des significations particulières dans les rites initiatiques. Sur le plan symbolique, c'est un symbole de la connaissance, de sa transmission. La main coordonne l'action et la connaissance. La main droite est celle de la miséricorde, celle de gauche de la justice. Le cerveau gauche nous transmet l'intuition, le cerveau droit la rationalité. La main droite bénit ou tient un globe terrestre, une pomme ou une grenade, tiens-nous. Thierry Woerth indique que le globe a été rajouté. Étienne Grobler nous dit que les énergies magnétiques de la Terre sont conduites à travers les grandes mains des statues et par conséquent, la main a des propriétés curatives extraordinaires. Pour elle, les mains sont un symbole de la sagesse féminine. La main gauche représente le cœur, la main droite représente la tête. La spiritualité féminine, nous dit-elle, la sagesse intuitive féminine. La main gauche est plus protectrice que la droite, c'est aussi celle qui tient l'enfant. Les miracles qui lui sont attribués. Ça peut être un enfant qui retrouve la vie, le temps d'être baptisé. Ça peut être quelqu'un qui retrouve la vue. Il existe toutes sortes d'exemples de miracles. Ces vierges sont exposées lors de processions. En dehors du 15 août, les cérémonies les plus grandioses ont lieu le jour de l'Annonciation, c'est-à-dire du mystère de la conception de Jésus. Le 25 mars coïncide donc avec un vendredi saint, jour de mort de Jésus. Car alors, dans ce jubilé, il y a la synthèse de la vie et de la mort. La statuette pouvant les représenter également. Je vous en dirai plus donc dans l'héritage et dans l'archétype. Parlons maintenant du sanctuaire. Le sanctuaire est placé sur un ancien lieu de culte qui honorait les énergies de la terre. Des lieux où le culte avait lieu depuis des centaines et probablement des milliers d'années. Ces sanctuaires sont situés sur une source, un puits sacré, une grotte, un lieu élevé, surtout un lieu énergétique où se croisent des endroits puissants de la Terre, sur des lieux où des lignes telluriques ont été reconnues. En effet, les sanctuaires sont généralement érigés sur un réseau géobiologique qu'on appelle sacré, ou par exemple, pour Manosque, on parle de l'onde d'Isis orientée 77 degrés sur le max nord-est. En ce qui concerne les eaux liées à la source, notons qu'elles sont réputées miraculeuses et qu'elles ont également très utilement servi à la construction de l'édifice. Alors dans ce sanctuaire, la statuette a été placée dans une crypte.
Donc il y a une symbolique qui accompagne la crypte, en lien avec la grotte, qui est un lieu où elle a également été retrouvée, j'en parlerai après. Donc la symbolique de la crypte, c'est un lieu hermétique, secret, sacré. Rappelons que Cybèle était vénérée dans une caverne, donc on voit bien qu'il y a des échos avec des traditions ancestrales. Alors, ces Vierges Noires, quand elles ont été placées, elles l'ont été dans une place sombre. C'est le cas de Chartres, avec donc Notre-Dame sous terre qui a été déplacée dans la nef supérieure, le cas du puits et le cas de Montserrat. Maintenant, les légendes liées à la découverte. À ces statuettes est associée une tradition des lieux de la découverte. On parle du roncier, de la source, de la grotte, et ces sites, bien sûr, font référence également à une symbolique. L'arbre symbolise la vie, le lien entre le ciel et la terre. L'eau symbolise le féminin sacré. La grotte symbolise le lieu de l'origine, de l'émergence, le lieu de l'initiation. Il y a également une tradition des découvreurs. Ces découvreurs sont généralement des bovidés. Ils font également référence à une mythologie très ancienne des forces naturelles, ou alors à des personnes simples. Des bergers, des paysans, donc des vachers, des pêcheurs. Voilà ce que je peux vous dire sur cette statuette de la Vierge Noire. Maintenant, j'ai envie de vous parler plus précisément de deux Vierges Noires, celle du Puy-en-Velay et celle de Chartres. À travers ces deux exemples qui sont passionnants, je souhaite également vous montrer le lien entre les différents cultes qui se sont succédés. Donc, le Puy-en-Velay est un site remarquable. C'est une terre volcanique habitée dès la préhistoire. Il existe sur ce site de nombreux mégalithes. Le culte de l'eau a longtemps été honoré. La cathédrale est bâtie en bascule sur le pic du mont Anis, dont le nom évoque la déesse celte Anna, qui deviendra Sainte Anne. Ce rocher où est édifiée la cathédrale s'appelle le rocher Corneille. Son étymologie dérive du cerf Cernunnos, qui est un dieu gaulois dont le site était le lieu de culte de cette divinité. Donc sur ce fameux rocher, on trouve la statue Notre-Dame de France qui domine la cité à 750 mètres et dont la taille fait 22 mètres de haut. Donc, un dolmen aurait occupé depuis plusieurs millénaires l'emplacement actuel de la cathédrale. Il reste de cette pierre basaltique une partie conservée dans la chapelle. Cette pierre est connue sous le nom de pierre des fièvres ou pierre des apparitions. C'est une sorte de dalle de 3 mètres de longueur sur 2 mètres de largeur. Dès le IVe siècle, des miracles ont été constatés sur ce fameux mont Anis, dont celui qui relate l'apparition de la Vierge Marie sur cette pierre et la guérison d'une femme grâce à la pierre des fièvres. Un sanctuaire dédié à la Vierge Marie est construit en 480 à l'emplacement actuel de la cathédrale. La cathédrale est un monument majeur de l'art roman. Notre Vierge Noire du Puy-en-Velay était une statue en bois de cèdre de 71 cm de haut, probablement de facture orientale, et qui aurait été en place depuis le XIe siècle environ. Cette Vierge a été brûlée en 1794 durant la Révolution française, et l'actuelle effigie de la Vierge Noire remplace celle qui aurait été donc offerte par Saint Louis. Un témoignage antérieur de Faujas de Saint-Frou la décrit comme ayant une figure allongée avec des yeux en verre peint
Les pieds et le visage sont noirs, les mains sont blanches. Une réplique donc a été faite d'après ce témoignage. En 1856, Pie IX y installe une autre Vierge noire. Sa couronne a la forme d'une lune. Les Vierges noires de Turet, Cornat, d'Aurillac sont semblables. Je vais maintenant vous parler de la Vierge noire Notre-Dame de Souterre de Chartres. En effet, je ne parlerai que de celle-ci. La cathédrale possède deux Vierges noires, mais ce serait trop compliqué de vous parler de ces deux Vierges noires dans ce format de vidéo. La cathédrale actuelle de Notre-Dame de Chartres date du gothique. Elle a été détruite à plusieurs reprises et reconstruite. Elle relève du patrimoine mondial, comme Puy-en-Velay. Donc Chartres est située au centre de la Beauce. Elle était recouverte autrefois par une forêt immense, la forêt des Carnutes, qui selon Jules César abritait le plus grand sanctuaire de toute la Gaule. Sanctuaire où les druides venaient célébrer une fois l'an, très secrète, liturgie. La cathédrale de Chartres était donc un sanctuaire dédié à la Vierge, déjà bien avant l'introduction du christianisme en Gaule. Les druides ont vénéré cette Virginie Pariturae à l'emplacement même de la crypte de la cathédrale actuelle dans une grotte. Virginie Pariturae signifie la Vierge qui doit enfanter. Virgo Paritura signifie la terre avant sa fécondation. C'est l'image de la Mère universelle. Cette Vierge devant enfanter est par la suite vénérée dans la chapelle de Notre-Dame de Souterre, à l'intérieur de la crypte, sous la forme d'une statue d'origine romane datée du XIIe siècle. Il est dit que la crypte de la cathédrale date des années 1020 environ, même si elle comprend des parties plus anciennes. Cette crypte abritant la statue de la Vierge, Notre-Dame sous terre, et le puits qu'on appelle le puits des Saints-Forts. Le puits des Saints-Forts est le lieu le plus ancien de la cathédrale. Profond d'environ 33 mètres, il est alimenté par la nappe phréatique circulant sous la cathédrale et atteignant des courants qui rejoignent l'Eure. Maintenant, ce puits est à sec. Au milieu du IIe siècle, le clergé chartrain fit combler le puits et fit construire une épaisse maçonnerie dissimulant le puits et la grotte druidique dans la volonté d'éradiquer les superstitions qui leur sont attachées. Il déplaça Notre-Dame sous terre sur un pilier de la nef à la place d'une autre statue de la Vierge. En 1793, cette statue fut brûlée par les révolutionnaires. C'est donc une copie que nous pouvons voir actuellement qui date de la fin du XVIIIe, mais c'est une copie fidèle qui témoigne du passé. On voit ici que le culte marial qui remplaça le culte de la déesse mère associé au culte des eaux fait de Chartres un lieu symboliquement attaché à la pureté, à la naissance, au passage. Il nous a donné les vierges que l'on dit chrétiennes. Alors, au niveau de la géographie, les Vierges noires existent dans toute l'Europe, également en Amérique latine. Ce qu'en fait, elles ont été exportées par le biais de voyageurs ou d'évangélisateurs. Il existe néanmoins une forte concentration en France, et c'est de celle de France dont je vais parler. 1550, nous dit Sophie Brouquet, historienne, donc qui a écrit Sedes Sapientiae, et également les Vierges Noires, ont dénombré 190 statuettes, donc en 1945, 205 ont été comptées en France. Elles ont très certainement été plus nombreuses. Elles disparaissent au fur et à mesure du temps, des restaurations, des vols. Herivert, lui, compte 302 sites en France dédiés à ce culte.
dont 50 à Marie-Madeleine, et la Vierge dans son aspect rouge. Monsieur Bayard, lui, 150 Vierges noires, dont 25 en pierre. Alors, la géographie française des Vierges noires, il semble que c'est en France, donc comme je vous le disais, qu'on retrouve la plus grande densité. Le sud de la France est beaucoup plus marqué par cette présence, avec 3 implantations, Massif central, Velay, l'Auvergne, avec 60 vierges, dont 20 pour le Puy-de-Dôme. Provence, avec 20 statues. Pyrénées, 12 Roussillon. Un des sanctuaires médiévaux les plus importants de la Vierge Noire se trouve dans la région de dévotion à la Grande-Mère celtique, Chartres, Le Puy, Rocamadour. En fait, on constate en France, au vu de la concentration des Vierges Noires dans le centre de la France, de ces lieux de découverte, ces lieux de culte, qu'en fait, elle est placée sur des lieux fortement liés à la nature. En conclusion, je dirais donc que ce morceau de bois à tailler, qui représente une mère divine et son enfant, implique une foi profonde et vivante. Mon interprétation toute personnelle, qui n'engage que moi, est que sa représentation telle qu'on la connaît actuellement, dans son mystère persistant, malgré l'injonction chrétienne, lui confère justement une puissance très particulière et lui donne quelque part, à l'insu du dogme chrétien, une dimension légendaire qui transmet un héritage et qui initie, comme à un autre niveau, peut le faire le conte. Elles sont en quelque sorte une mémoire collective, un témoignage de notre histoire. Force est de constater qu'elles ont été toutes découvertes en dehors des ecclésiastes. Les légendes, par leur total silence sur le rôle de l'Église dans la formation des cultes, nous indiquent, considère Madame Roquet, qu'il peut s'agir d'un culte populaire, pas forcément antérieur, nous dit-elle, à l'implantation du christianisme. C'est sa vision des choses, mais répondant aux aspirations ancestrales d'une société rurale face à la puissance énigmatique de la nature. Par ailleurs, l'idée de la permanence d'un rite païen à travers le syncrétisme religieux paraît probable. Je vous retrouverai donc pour la prochaine vidéo qui parlera de l'héritage, en commençant par l'étymologie et puis de l'archétype. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires respectueux. Merci et à bientôt.